Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. Agir aujourd'hui pour les générations futures, le développement durable permet de mettre en œuvre des mesures sur le long terme tout en adaptant les modes de vie, la mobilité, le logement, l'agriculture ou encore la reconquête de la biodiversité. Le but, mieux vivre tout en combattant le réchauffement climatique. Alors comment s'opère cette transition écologique à 50 ans en Yvelines? On fait le tour, c'est parti. En octobre dernier, les experts du GIEC tiraient la sonnette d'alarme. Il est urgent de prendre des mesures sans précédent afin de limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré. Le rôle de chacun. Je commence à prendre conscience maintenant et je fais vraiment très attention par rapport à ça. On éteint toutes les lumières. On essaye de faire du tri au niveau des ordures. Et la mobilité? Tout dépend en fonction du temps que j'ai, en fonction de la distance. Par exemple, si c'est pour aller sur Paris, je vais plutôt prendre les transports. Je prends souvent le train parce que c'est beaucoup plus économique. Les transports en commun pour éviter la voiture. Et le logement? Quand on est au tout électrique, c'est compliqué et c'est un poste qui coûte cher. Malheureusement, là, l'hiver va repartir, donc je vais encore beaucoup plus dépenser. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'est aussi le rôle des territoires. Pour y répondre, les collectivités mettent en place un PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial. Celui-ci définit les objectifs et les actions pour limiter le changement climatique et s'y adapter. L'État exige des collectivités une réduction de 40% des gaz à effet de serre par rapport à 1990. Une baisse de 20% de la consommation énergétique par rapport à 2012. Une croissance de 32% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale. À Saint-Quentin en Yvelines, le PCAET a été voté en septembre dernier pour 6 ans. Le plan climat air énergie territorial est vraiment transversal sur toutes les compétences à la fois de la collectivité. Donc ça parlera d'aménagement, on parlera de mobilité, on parlera de paysage, on parlera d'alimentation, on parlera d'économie. Que l'on soit entrepreneur, habitant, agriculteur ou collectivité, les agissements quotidiens de chacun sont pris en compte dans ce PCAET. L'objectif à partir de là est de pouvoir définir un certain nombre d'actions qui vont permettre à chaque compétence de pouvoir faire l'action de réduction de consommation d'énergie et puis à la fois d'adaptation. Parce que c'est un truc concret, le plan climat, c'est pas juste un énième plan qu'on mettrait au placard derrière. Ces objectifs seront mesurés au fur et à mesure des années. Mais avant cela, un diagnostic s'impose afin de connaître l'existant. Cet état des lieux a nécessité 2 ans de travail sur l'agglomération. Celle-ci a travaillé en collaboration avec l'ensemble des acteurs des 12 communes qui la composent. Premier constat, la mobilité. On s'aperçoit par exemple que à peu près plus de 90% des habitants de 50 ans en Yvelines utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de moins de 5 km. On a énormément d'imagination à trouver, d'imagination sur le développement des mobilités, ce qu'on appelle actives aujourd'hui, le vélo, la marche à pied. Plusieurs pistes se sont envisagées, plus de pistes cyclables, de stationnements sécurisés et plus de lieux de location pour les 2 roues, mais aussi des lieux de pause pour les marcheurs. Le développement du véhicule autonome et d'un réseau de trottinettes électriques au sein des gares sont à étudier. Deuxième constat, la consommation énergétique des bâtiments. Pour cela, nous nous sommes rendus à l'ALEC, l'Association de l'énergie et du climat à Montigny-le-Bretonneux. La plus grosse partie des logements a été construite entre 75 et 95. Donc effectivement avec des normes énergétiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est le manque d'isolation qui amène à des dépenses de chauffage particulièrement importantes. Il y en a qui sont avec des chaudières à gaz individuelles, d'autres avec du chauffage collectif, et puis d'autres encore en tout électrique. Des énergies fossiles qui risquent de fortement augmenter à l'avenir. L'ALEC propose un bilan énergétique du logement afin de définir les travaux prioritaires. Grâce à la plateforme Repère Habitat, les particuliers se voient proposer des ateliers avec des professionnels du bâtiment. Tous labellisés.
On va les accompagner dans leur démarche travaux de A à Z, du moment où ils ont l'idée jusqu'à la fin et même après, avec un suivi des consommations pour vérifier que les travaux ont été efficaces. Mais quels sont les plus efficaces ? On pense tout de suite à l'isolation de la toiture et aussi après par les murs, c'est les 2 postes principaux de déperdition, avec les fenêtres aussi. Depuis la rentrée, les Saint-Quentinois peuvent prendre connaissance des déperditions énergétiques de leur logement. En mars dernier, un survol avec caméra thermique a été effectué sur l'agglomération afin de connaître les points de déperdition des toitures sur les habitations. C'est vraiment un outil d'information pour soi et de sensibilisation. On consulte sa thermographie sur demande auprès de l'ALEC avec un conseiller qui aide à analyser les hypothèses de pourquoi c'est déperditif à ces endroits-là. Preuve à l'appui, une fois par mois, le samedi matin, un particulier ouvre sa maison afin de présenter les travaux effectués et les bénéfices obtenus. L'ALEC propose également de se sensibiliser aux bonnes pratiques grâce au défi famille énergie positive. L'objectif de ce défi national est de réduire de 8% sa facture d'énergie en pratiquant les éco-gestes. Exemple, mettre des rideaux aux fenêtres, éteindre les veilles à la maison, l'utilisation de multiprises par exemple, où on va brancher plusieurs appareils qu'on pourra éteindre en même temps, mettre des mousseurs au robinet pour diminuer la consommation d'eau, dégivrer son réfrigérateur. Ou encore mettre un couvercle sur une casserole lors de la cuisson et réduire d'1 degré la température d'une pièce. Un petit degré en moins pour 7% d'économie sur sa facture. Pour ce défi, les familles se mettent en équipe, entre amis, entre voisins, entre collègues. 85% des familles engagées réussissent le défi. Troisième constat, l'agriculture. Plus de 20% du territoire de Saint-Quentin en Yvelines est agricole. Un atout à transformer. L'objectif est d'avoir un certain nombre d'actions concrètes, d'accompagnement des agriculteurs pour qu'ils se diversifient, pour qu'ils développent l'offre de circuits courts, qu'ils développent l'offre de production pour la consommation locale, qu'ils développent aussi la possibilité d'alimentation locale. Je pense par exemple à nos restaurations collectives pour nos écoles de manière générale. À l'heure actuelle, 8% de l'agriculture saint-quentinoise est bio. Une production qui devrait se développer davantage grâce aux divers plans mis en œuvre. Mais vraiment en lien fort avec les agriculteurs. Certains agriculteurs se convertissent totalement sur du bio, d'autres le font un peu moins. C'est notre rôle aussi, en tant qu'habitants tout simplement, de pouvoir leur demander d'y aller. Concernant les points de vente en direct, une quinzaine d'AMAP existent actuellement sur Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs épiceries participatives se mettent aussi en place. Des nouveaux modes de consommation qui apparaissent et qui se développent de manière très régulière sur notre territoire, ce qui montre aussi un changement de pratique des habitants et peut-être une attente aussi de leur part. Pour faire face aux pics de chaleur comme cet été, Saint-Quentin en Yvelines possède un maillage écologique appelé aussi trame verte et bleue, espace boisé, arboré, aquatique, une richesse qui favorise la biodiversité. Saint-Quentin en Yvelines possède 60% d'espaces naturels, des espaces aquatiques, boisés ou encore des champs et des étendues d'herbe. Un véritable atout au cœur de la cité. Cette trame verte et bleue, au niveau des espaces aquatiques, évidemment, il y a de l'évaporation, donc une humidité ambiante qui rafraîchit l'atmosphère pour tout un chacun. Et au niveau de la trame verte, que ce soit les espaces arborés qui apportent à la fois de l'ombre et de la fraîcheur par évapotranspiration, on n'oublie pas non plus les espaces en herbe et les espaces en terre qui restituent aussi une humidité ambiante et qui évitent la réverbération de la chaleur directe et cette sensation étouffante de chaleur qui émane du sol, des murs, etc. Ces corridors écologiques constitués par cette trame verte et bleue permettent d'intégrer les déplacements de nombreuses espèces et de maintenir la biodiversité. On n'a pas encore d'outils, on va dire, quantitatifs ou qualitatifs de suivi de la biodiversité. On a néanmoins des études ponctuelles au fur et à mesure du développement de l'agglomération et de la construction du territoire qui nous indiquent que nous avons quand même une biodiversité intéressante sur le territoire. L'enjeu est de la préserver tout en poursuivant le développement du territoire. La ville de demain sera différente de celle qu'elle est aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est que ses fonctionnalités doivent prendre en compte les problèmes climatiques.
Les espaces naturels aujourd'hui ne sont plus seulement les lieux de décor qu'ils étaient auparavant pour les habitants. Ils ont une véritable fonction à l'intérieur de la ville et doivent participer au règlement de certaines problématiques, notamment les problèmes de pollution. On a oublié malheureusement en construisant nos villes que nous n'étions pas seuls sur Terre et qu'il y avait avec nous une biodiversité. Et pour préserver les espèces, mais aussi la santé des habitants, l'agglomération a renoncé depuis 10 ans aux produits phytosanitaires pour se tourner vers la gestion différenciée des espaces verts. Des tontes plus tardivement effectuées dans la saison et non ramassées pour conserver l'humidité au sol et servir d'engrais, ou encore une prairie en herbe haute. Les jachères urbaines sont autant de refuges pour les abeilles, papillons et autres oiseaux qui viennent s'y nicher. Des conseils valables pour les particuliers également. Fini les pesticides, herbicides et autres fongicides. On arrache à la main les herbes envahissantes. Et l'on plante des arbres relevant d'espèces locales. Pour réduire la part des déchets verts incinérés chaque année, le territoire lancera début 2019 un vaste plan de compostage à tous les habitants. Composteurs en pavillon, au cœur des immeubles ou des quartiers, une équipe accompagnera les riverains soutenus par une association ou maison de quartier. Jardin et compost, certains sont déjà passés à l'action, comme ici à la maison Rousseau de Plaisir, avec un jardin intergénérationnel créé à l'initiative de la crèche familiale. Donc là, on est dans le jardin partagé, qu'on a inauguré au mois de juin. On a commencé au mois d'avril avec les enfants et les assistantes maternelles ainsi que les seniors à cultiver. Et on est plutôt content parce qu'on a fait une belle culture, notamment de tomates à profusion. Des tomates, mais aussi du melon, des salades, des condiments. Enfants de moins de 3 ans et seniors se sont appropriés ou réappropriés la terre. Pendant tous les ateliers de l'été, les pique-niques, etc., on a mangé les tomates du jardin. C'est quand même une magie. Et maintenant, c'est devenu tellement facile d'aller au supermarché et récupérer. Bon, bah là, on voit que ça nécessite quand même du travail. Les enfants, eux, ça reste avec le jeu. Hein. Donc, je fais des petits trous dans la terre, j'y mets les graines. Les seniors, ils se réapproprient pas. C'est plutôt, ils y reviennent parce que beaucoup ont quand même connu l'époque où on cultivait encore les petits bouts de jardin. Ils ont le goût quand même. Et pour couronner le jardin, le compost qui va avec. Ce dernier est alimenté avec les repas du midi du personnel et avec les restes des ateliers cuisine. On est novices, hein, évidemment, il n'y a personne qui est formé pour ça, mais on essaye, comme les particuliers, de se mettre à la tâche pour arriver à terme à faire de l'engrais et pouvoir justement au printemps l'utiliser pour avoir une bonne récolte. L'écologie, c'est l'affaire de tous, bien évidemment. Un petit geste de chacun contribue à faire que demain, nous vivrons mieux. La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ce réchauffement, parce qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste, il y aura un réchauffement, c'est la responsabilité de tout le monde, et donc la responsabilité de chaque personne, que ce soit à titre individuel ou collectif, dans le cadre d'associations ou d'entreprises. Et du coup, tout le monde doit pouvoir participer à cet élan qui est le plan climat. La première action du PCAET sera le lancement de la plateforme Eskimo. Cet éco-laboratoire de la transition énergétique du territoire permettra à chacun de prendre connaissance des actions lancées et de les suivre. Eskimo se veut une interface collaborative et participative. Chacun pourra donner son avis et proposer ses idées. Rendez-vous le 11 décembre pour son inauguration. À très bientôt. Ciao!